Alors, comment alléger son agenda, c'est un titre qui est plein de promesses, qui est peut-être même un peu aguicheur, même si la salle n'est pas pleine pour venir l'écouter. Alors, je ne vais pas vous dire comment trouver un travail planqué au bord de la plage ou comment remplacer le Dr Adam Bricker sur son Loveboat. On va plutôt parler de réorganisation au niveau de l'agenda pour ne plus avoir à déborder. Alors, juste pour revenir un petit peu sur on a parlé beaucoup des délais d'attente, de la démographie, etc. Donc, 2016-2017, un cardiologue était en 3e position pour ses délais de consultation avec 50 jours. De comparaison, le généraliste c'était 6 jours. Et donc on a parlé des fortes disparités territoriales, évidemment. Les patients qui sont dans des petits pôles d'emploi, des communes loin des grands pôles, les délais sont bien plus longs. Alors si on projette en 2022-2023, les délais étaient déjà passés à 110 jours. Et donc on peut facilement projeter que, vu la démographie, les délais vont encore s'allonger, et pourquoi pas, on aura ce genre de chose, c'est une moyenne nationale sur le territoire. Ça, on verra ce que l'avenir nous réserve. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cet allongement? Vincent nous a dit que le nombre de cardiologues a augmenté effectivement il nous disait entre 2011 et 2021. Moi j'avais les chiffres de 2008 à 2019, on tombe sur nos pattes, il y a 8% de plus. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est le nombre de patients atteints de maladies chroniques. Alors même si dans la population générale, le nombre n'a augmenté que de 8%, le nombre de patients en ALD, lui, a augmenté de 40% dans le même temps. Donc là, on comprend que ce sont des patients qui sont beaucoup plus demandeurs de consultation chez le cardiologue. Et donc, c'est un petit peu la loi de l'offre et de la demande. Alors, les délais d'attente ne sont pas du tout, sont la première cause de renoncement aux soins, devant le tarif de consultation et la distance pour accéder aux soins. D'accord. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ce délai d'attente explique en grande partie les carences de suivi qu'on peut avoir, que ce soit après l'insuffisance cardiaque ou après un syndrome coronarien aigu, où on voit qu'il y a 30 ou 50% des patients qui peuvent revoir un cardiologue. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour beaucoup? On va avoir un allongement progressif de nos délais. Et c'est quand on va passer un certain cap qu'il faut réagir. Si on ne le fait pas, on va avoir de moins en moins de souplesse pour les suivis rapprochés. On va devoir changer petit à petit nos habitudes de travail. Plus les rendez-vous seront loin, plus on a des rendez-vous qui ne seront pas honorés. Et puis, voilà, ce qui est infernal, c'est quand on doit accepter une urgence en fin de journée, alors que dans le même temps, on a un patient qui n'est pas venu en milieu de journée. Et on a un agenda qui se retrouve un peu... qui déborde. Alors il ne faut pas attendre qu'il y ait un allongement brutal des délais, comme on peut l'avoir quand il y a un copain qui part, enfin un collègue plutôt, un confrère qui part en retraite, quand il y a un arrêt maladie, parce que là c'est la catastrophe. Tous les patients vont automatiquement basculer sur votre agenda, vous ne pouvez plus accepter de patients, vous n'allez plus pouvoir gérer les suivis rapprochés, les urgences. Alors, il y a des cardiologues qui m'ont dit « mais est-ce que c'est grave de refuser un nouveau patient ?» Non, je vois des urgences, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un nouveau patient ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément un long passé de maladie. Ça peut être un malade qui a déménagé, un malade dont le cardiologue est parti à la retraite, ou alors des malades pour qui un délai qui peut mettre, j'ai mis 6 mois, 1 an, n'est pas du tout raisonnable et ne va pas pouvoir répondre à ces questions. Je vais un petit peu vite parce que j'ai un topo qui est un peu long, mais on ira plus vite sur certaines parties dont on a déjà parlé. Alors, moi je vous l'ai dit, c'est bien de réfléchir à son agenda, surtout si on voit que les délais s'allongent. Il faut... Voilà, le but, ça va être d'éviter de déborder, garder de la souplesse pour certains suivis. Alors, on va pas dire des semi-urgences, mais des choses où on a besoin de revoir les patients plus fréquemment. Et puis... mieux réorganiser, donc c'est ce qu'on disait, après les sorties d'hospitalisation, que ce soit insuffisance cardiaque, syndrome coronarien aigu. Après la contrainte, c'est que ça prend un petit peu de temps, ça va être à vous quand même de revoir avec la secrétaire ou sur votre plateforme de prise de rendez-vous comment s'organiser, ça peut demander du temps à la mise en route et puis après au quotidien pour gérer. Alors là, c'est juste une carte de la distribution des cardiologues. On parlait des disparités régionales. Donc, en blanc, c'est quand ça ne va pas très bien. En vert foncé, c'est quand on est plutôt bien doté. Alors, je vous l'ai mis, voilà, c'est juste à titre illustratif. Là, si on veut voir les chiffres,
Donc on nous a parlé là dernièrement de la moyenne de la densité des cardiologues, on disait 10,7 cardiologues pour 100 000 habitants. Oui, alors c'est tout mode d'exercice, hein, c'est libéraux plus les autres modes. Là, si on n'a que les libéraux, c'est 6,8 pour 100 000 habitants en France. Et l'écart va de 1,2 à 13,7 selon les départements. Hein. Donc sont bien dotés Paris, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse. Mais il y a des départements comme la Creuse, hein, on l'a cité déjà, 1,2, l'Indre, 1,4, le Gers, la Haute-Saône, la Haute-Loire. Alors, les délais de consultation ne sont pas forcément calés sur la carte que je vous ai parlé. Moi, je suis dans le Puy-de-Dôme, hein, on est bien doté, on est à 6,4 pour 100 000 habitants, la moyenne est à 6,8. Est-ce que moi j'ai un délai de 110 jours? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les patients sont prêts à faire des kilomètres et tous les départements limitrophes se reportent sur le Puy-de-Dôme. Et moi j'ai bloqué mon agenda. Je suis passé en 2021 de 7 mois à 9 mois en 2022 et à 12 mois en 2023. Donc c'est pour vous dire que ça peut aller assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Organiser son agenda, flécher un petit peu mieux les rendez-vous, éviter les rendez-vous non honorés, communiquer en amont d'un rendez-vous, et puis se tourner vers les assistants médicaux, par exemple. Alors, organiser son agenda, je pense qu'il faut éviter, maintenant que le cardiologue réponde au téléphone, il faut des secrétaires, et puis il faut oublier l'agenda papier, on a déjà parlé, il faut vraiment plutôt des plateformes de prise de rendez-vous. Les agendas médicaux en ligne, ils sont personnalisables, il y a des accès partagés, on peut les consulter depuis tous les lieux, tous les supports, 24 heures sur 24. Il y a différentes choses, hein, les fonctions de messagerie instantanée, etc. Puis on peut ouvrir les créneaux, que ce soit à des patients ou aux médecins généralistes. Alors, ça demande un petit peu de temps de prise en main, ça peut être un petit peu critiqué, mais bon, moi je trouve que c'est une réelle aide. Alors, faut se tourner plutôt vers un logiciel payant, hein, les logiciels gratuits. Bon, faut pas se leurrer, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc il y a une grosse liste pour les éditeurs payants. Bon, je ne cite pas le plus connu, hein, Doctolib, mais bon, il y en a d'autres qui sont tous à peu près comparables. Alors les secrétariats, hein, c'est important hein, de garder quand même un secrétariat physique, moi je pense. La secrétaire va nous libérer du temps, c'est certain. Elle connaît nos patients et les patients ont l'habitude, il y a beaucoup de patients qui ont envie de garder un contact physique avec une secrétaire hein, parce qu'il y a plus de bienveillance peut-être que sur une plateforme, etc. On peut les former à appliquer des protocoles pour les prises de rendez-vous, et puis libre à elles après de laisser des messages aux médecins pour les situations hors protocole. Et en général, elles arrivent au bout d'un certain temps à cibler les urgences aussi bien que vous-même. Après, c'est parfois un petit peu compliqué, il peut y avoir de l'agressivité des patients. Parfois, c'est pas qu'elles ont des réticences à appliquer les protocoles, mais c'est les patients qui ont du mal à accepter les protocoles et qui vont essayer de faire un peu le forcing. Et puis, oui, je n'ai pas cité le premier, c'est le volume d'appel. Hein. Le problème, parfois, ça va être le volume d'appel qui se porte sur le secrétariat et donc un délai de réponse qui peut être assez long. Alors, pour organiser son agenda, il faut quand même hiérarchiser des niveaux d'urgence. Hein. Voilà, il y a des situations où il faut avoir un petit peu des coups de fil hein, pour donner des rendez-vous rapidement. Alors, il faut bloquer la prise de rendez-vous, hein, en particulier la prise de rendez-vous en ligne sur les plateformes, hein, parce qu'il faut attendre un an, peut-être pas. Alors, pour les nouveaux patients, on en reparlera. Moi, c'est vrai que l'habitude qu'on avait, en tout cas, c'était ma pratique et celle encore de beaucoup de mes collègues dans le Puy-de-Dôme, c'est que les nouveaux patients, ils passaient après les autres. Hein. L'agenda, se remplissait, puis les nouveaux patients, ils passaient après. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra oublier, on en reparlera. Il faut garder des créneaux réservés pour les nouveaux patients. Et puis, tant qu'à s'organiser, autant privilégier un petit peu des choses qu'on aime faire, ou des profils d'activité qu'on recherche, que ce soit la cardiologie du sport, l'apnée du sommeil, le suivi de stimulateurs cardiaques, du Doppler et autres. Donc réorganiser, hiérarchiser les niveaux d'urgence. Donc il y a des choses qui ont été toutes faites, hein. Le syndicat avait fait un travail là-dessus, je vous montrerai la plateforme. Hein. C'est du classique, les douleurs thoraciques récentes, la dyspnée récente, hein, ou la décompensation cardiaque chez des patients connus, des malaises, des palpitations et autres. Hein. Et puis les semi-urgences, voilà, j'ai mis des choses classiques là aussi. Hein. On ne va pas trop s'attarder. La plaquette, là, est un petit peu plus fournie.
On ne va pas forcément la lire en détail, mais ça reprend un petit peu ça. Hein. On peut la retrouver je ne sais pas si elle est en libre accès au syndicat, mais c'est quelque chose qu'on peut faire passer. C'est plus pour les secrétaires, hein, pour savoir justement comment repérer ces urgences. Et si on donne un délai avant un mois, enfin dans les 24-48 heures, à un mois, de manière classique, dans les délais habituels. Donc, il y avait pareil pour le bilan préopératoire, hein, ça va en fonction du degré de risque de l'intervention. Est-ce qu'il fallait pas de rendez-vous du tout, alors un rendez-vous plus ou moins rapide. Alors voilà, c'est des choses qu'on reprendra peut-être plus en détail, mais là le but c'était pas de faire une formation sur comment organiser son agenda, mais de faire comprendre pourquoi il fallait la réorganiser. Alors laisser des places libres, ça c'est à adapter en fonction de son activité, hein. C'est bien qu'il y en ait tous les jours, et puis des plages libres une demi-journée, hein. On disait toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour pouvoir se retourner. Alors, faut pas oublier moi c'est ce que je fais, hein, de bloquer la prise de rendez-vous en ligne sur des agendas. Hein. C'est des choses qui sont paramétrables, hein, que ce soit sur Doctolib ou les autres. Hein. Donc, si on laisse ouverte cette prise de rendez-vous en ligne, très vite, on a un agenda qui explose, hein, parce que quand il y a des délais qui sont longs autour de vous, faut imaginer que tous les patients sont obligatoirement fléchés vers les cardiologues qui ont des places. Donc pareil pour les consultations de suivi, hein, pour les patients qui sont suivis, c'est quelque chose que... Alors, tant qu'on n'a pas des délais qui sont à moins de 6 mois, c'est vrai que ça paraît un petit peu dérisoire, se dire ils bloquent les rendez-vous à 12 mois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses qui arrivent, hein, effectivement, et voilà, moi je demande à mes secrétaires, par exemple, ok, elles peuvent donner un rendez-vous à 1 an à un patient qui est suivi, parfois ça peut être les patients ont besoin d'être vus tous les 6 mois, et ça c'est sur dérogation, c'est-à-dire que c'est à moi de leur dire, oui, ce patient il nécessite d'être vu tous les 6 mois et non pas tous les ans. Hein. Je sais qu'il y a des cardiologues qui se plaignent que leurs patients viennent tous les 6 mois alors qu'ils leur disent tous les ans. C'est des choses, ça, après, sur lesquelles, si le patient n'arrive pas à l'éduquer, il faut au moins éduquer sa secrétaire pour qu'elle dise non. Et qu'elle dise, c'est le cardiologue qui décide et il n'y a que lui qui peut donner un suivi à 6 mois. Donc bloquer son agenda, il suffit de mettre une absence, hein, sur une plage de rendez-vous de plusieurs mois tous les ans. Et puis c'est ce que je vous disais, toutes les semaines, mettons, vous allez décaler cette plage d'absence d'une semaine pour personne puisse mettre de rendez-vous dessus. Donc après ça peut ressembler à ça. Hein. Donc là l'agenda est fermé, il y a un code couleur que vous n'allez pas comprendre, il n'y a que ma secrétaire et moi qui le comprenons. Il y a des rendez-vous qui peuvent être d'urgence, de suivi d'urgence, de bilan préopératoire, des nouveaux patients. Bon, voilà. Alors la secrétaire, c'est elle qui donne les rendez-vous à 1 an, même si ça paraît... je sais qu'il y a plein de confrères qui me disent « Mais comment tu peux donner des rendez-vous à 1 an, c'est pas possible ». Il peut arriver, quand on a des délais qui sont longs, c'est bien que les patients repartent du cabinet avec le rendez-vous à 1 an. Parce que quand ils vont vous rappeler 3 mois ou 6 mois plus tard pour avoir un rendez-vous, ça va être plus compliqué. Et au début, ça choque un peu tout le monde, mais très vite on s'y fait, on trouve ça normal. Pour accepter les nouveaux patients, hein, c'est ce qu'on disait, on laisse des plages libres. Et les patients qui peuvent être... pour qui on a besoin de revoir, ou le médecin ne veut pas attendre forcément 1 an pour les revoir, on a parlé de la téléexpertise, c'est un bon moyen pour avoir un contact en avant du rendez-vous, savoir si c'est des choses qui peuvent être gérées sans rendez-vous, à 1 an ou autrement. Alors les nouveaux patients, moi je continue à en voir. Hein. La secrétaire a des demi-journées réservées pour leur donner des rendez-vous. Je lui demande de privilégier les correspondants proches, ou alors, c'est souvent, je sais qu'il y a beaucoup de patients que je suis qui me demandent de suivre des parents, des amis, etc. Donc je privilégie plutôt ceux-là, mais je ne peux pas tous les recevoir, évidemment. Et alors, il y a encore quand même des prises de rendez-vous en ligne sur des désistements, ou alors sur des semaines que je bloque. En particulier, c'est sur les vacances scolaires. Alors, moi, je ne prends pas forcément toutes les vacances scolaires. Par contre, je les bloque toutes, et je les débloque en amont. Et là, il va y avoir un afflux de nouveaux patients en particulier. Alors ça peut faire un petit peu peur de se dire, mon Dieu, plein de nouveaux patients sur une semaine. En fait, ça se passe très bien. Moi, je trouve que c'est une semaine qui est plutôt agréable. Hein.
On a des patients qui sont ravis parce que les délais sont courts. On a une patientèle qui est plus jeune, il y a beaucoup de parents, d'enfants. Et c'est un travail qui est assez gratifiant, qui est beaucoup moins routinier que les rendez-vous de suivi. Après, voilà, libre à vous d'en profiter pour laisser un petit peu de place vacante si vous avez envie de privilégier d'autres thématiques que vous n'arriviez plus à voir parce que les agendas étaient pleins. Hein, donc vous pouvez laisser libre des créneaux pour des thématiques qui vous sont propres et que vous allez remplir voilà, vous-même. Alors pour éviter les rendez-vous non honorés, il y a quelques petits trucs, hein, mais il n'y a pas de formule miracle. Hein. L'agenda médical, il y a des rappels de rendez-vous par les SMS, les emails. Alors l'impossibilité de prendre 2 rendez-vous dans la même finalité, ça existe, mais c'est pas encore bien fonctionnel. Hein. C'est limité à 8 jours actuellement. L'annulation de rendez-vous, par contre, est simplifiée pour le patient. Hein. Si le patient doit appeler une secrétaire et qu'il n'arrive pas à la joindre, il va essayer 1 fois, 2 fois, puis la 3e fois, il se dit bah, tant pis, hein, j'ai essayé, c'est pas de ma faute. Et puis les agendas médicaux en ligne permettent de remonter des patients en file d'attente hein, quand il y a des désistements, mais il peut y avoir des rappels. Mais si on ne bloque pas cette prise de rendez-vous en ligne, comme je vous l'ai dit, on va avoir un gros recrutement, donc ça il faut quand même un petit temps de prise en main pour ces agendas. Plus les délais de rendez-vous sont longs, plus il y a des absences. Il faut bien imaginer que les patients ne vont pas attendre plus de 6 mois s'ils ont eu une palpitation. Ils vont trouver un rendez-vous ailleurs, ils ne viendront pas vous voir et ils ne vont pas forcément annuler. Donc ça, moi, en tout cas, moi je pense qu'un nouveau patient, il ne faut pas le voir à plus de 4 mois, en tout cas, c'est un maximum, mais voilà, ça peut être beaucoup moins, hein, ça c'est à vous de le décider. Voilà. Alors après, est-ce que tous les patients qui ratent un rendez-vous, je me mélange. Oui, je ne sais plus où je voulais en venir. Voilà, donc pour ne pas oublier des rendez-vous non honorés, il faut se méfier. Quand on a des agendas qui sont pleins, etc., qu'on voit des patients qui ont pris des rendez-vous, parfois, il faut vérifier que les rendez-vous ultérieurs doivent être maintenus ou peuvent être annulés. C'est vrai que la secrétaire ne prend pas toujours la décision d'annuler des rendez-vous pour un suivi classique. Donc, quand vous voyez des patients en urgence, vérifiez quand même les rendez-vous qui sont à suivre, parce que le patient, pour lui, les rendez-vous sont toujours annulés. Hein. Donc, il faut se méfier. Ça arrive, je pense, régulièrement que vous dites bah, ce patient n'est pas venu. Ah oui, bah, je l'ai vu en urgence il y a 2 mois, bah, on n'avait pas annulé le rendez-vous. Alors, bon, on a reparlé cette semaine comment ça s'appelle déjà? C'est la taxe anti-lapin, etc. Est-ce que ça va vraiment arriver? Je ne sais pas. L'année dernière, on nous l'avait, ça a été, comment on va dire, les sénateurs et les députés l'avaient rejeté, hein, et la position d'un ancien ministre, hein, François Braun, c'était qu'il était plutôt opposé à cette taxe. Je ne sais pas si elle verra le jour. Bon, en tout cas, pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui existe. On peut sensibiliser les patients par un affichage en salle d'attente, par de l'éducation un petit peu, en rappelant les patients, parfois en envoyant des courriers. Et puis on a parlé, hein, il y a des patients qui sont vraiment indélicats, bah, eux vont peut-être mieux les mettre un peu sur liste noire. Alors échanger en amont des rendez-vous, c'est surtout important pour les semi-urgences. Hein. Ça peut être parfois sur appel téléphonique, c'est quand même plus simple quand c'est par mail. Hein. Soit directement au médecin, par les messageries sécurisées, parfois encore par les secrétaires. Et puis évidemment, la téléexpertise, on en a parlé, rend énormément service. Après la téléexpertise, quand vous en faites, il ne faut pas juste s'inscrire sur une plateforme en vous disant bah, les médecins, les correspondants vont m'envoyer les demandes. Hein. Je pense que c'est bien d'informer quand même vos correspondants quand vous modifiez un petit peu vos pratiques et quand vous proposez de la téléexpertise. Et moi, j'ai envoyé par exemple un courrier à mes correspondants pour leur expliquer pourquoi mes délais s'étaient allongés, pourquoi je ne pouvais plus recevoir tous les nouveaux patients et comment faire pour les patients déjà suivis ou les nouveaux patients, hein, le recours à la téléexpertise, etc. Je ne sais pas s'il faut la lire, cette lettre, hein, après c'est adapté à chacun. L'intérêt de ce courrier, c'était quand même d'arriver à modifier les pratiques auprès des médecins traitants, essayer de c'est ça, c'était un cercle vertueux qu'ils adressent des patients
de manière plus ciblée et avec les données adéquates, hein, tout ce qui est biologie, ordonnance et autres. Et l'assistant médical, alors je croyais me rappeler qu'il y avait un sujet dessus, mais non. Évidemment, alors on ne va pas en parler, ce serait trop long, mais l'intérêt de l'assistant médical, c'est la délégation des tâches non médicales. Et l'organisation d'un agenda, je pense que ça en fait largement partie. Je ne sais pas quelle heure il est, mais voilà, j'en ai terminé. Merci. Est-ce que tu as multiplié les modes de communication? Est-ce que les patients ont une boîte mail, par exemple, pour pouvoir demander des rendez-vous? Est-ce qu'il y a uniquement le téléphone? Est-ce qu'il y a plusieurs lignes dédiées? Il y a des divisions par des secrétaires? Alors, en fait, on a plusieurs modes. Hein. Alors, on a un secrétariat physique, évidemment, et moi je trouve ça pas mal parce qu'il y a encore beaucoup de patients qui se déplacent au cabinet pour prendre leur rendez-vous. Après, je pense que c'est une problématique qui dépend un petit peu de chacun et de ses délais. Quand tu as des délais qui sont très longs, tu ne cherches pas à faire de la propagande. Hein. Tu ne cherches pas à tirer des... Non, mais c'est en consultation, quand le patient arrive à la consultation, il commence à râler parce qu'il dit « Ah là, pour avoir ce rendez-vous, j'ai appelé pendant 4 mois. » Ah non. Alors, Alors, ce que je disais, moi déjà, pour soulager l'agenda, les secrétaires, les patients, ils repartent avec un rendez-vous déjà. Alors ça paraît, je sais que ça choque énormément de mes confrères, mais ils repartent avec leur rendez-vous à 1 an. Et ils sont contents, hein. Ils sont contents de repartir avec en se disant, pour peu que ce soit légitime, hein, voilà, il y a des fois où je leur dis, j'ai pas besoin de vous revoir, hein, c'est pas le problème. Mais ceux que je dois revoir, je leur demande de prendre le rendez-vous à 1 an. Après, le problème il se pose surtout pour les patients qu'on doit voir assez rapidement. Et en fait, de plus en plus, ça va être les correspondants qui envoient un mail ou qui demandent aux patients de déposer un courrier au secrétariat. Ils déposent un courrier au secrétariat, ils disent rien, voilà. Mon médecin estime que je dois voir un cardiologue et c'est moi qui regarde le courrier qui dit bah oui, il faut que je le voie, il faut pas que je le voie. Donc voilà, ça existe encore beaucoup, le courrier laissé à la secrétaire. Voilà, ça évite de monopoliser du temps, des appels, etc. Et au moins, je suis sûr que c'est quelqu'un du coin, que c'est un de mes correspondants. Tu es tout seul dans ton cabinet? Alors, on est 2 cardiologues. Après, on n'a pas forcément le même fonctionnement, mais voilà. Et est-ce que tu as eu l'idée de prendre une IPA avec toi, par exemple? Alors, j'ai l'idée de transformer un petit peu les choses. Effectivement. Et effectivement, alors une IPA peut-être pas, mais un assistant médical, oui. Je prends un exemple simple, tu vas avoir un insuffisant cardiaque, tu ne vas pas le revoir dans 1 an. Tu es obligé de le revoir bien plus tôt. Non. Comment tu vas arriver à gérer ça? Ah mais j'ai des plages mais c'est ce que je vous ai montré, c'est que j'ai des plages dédiées pour les suivis rapprochés. Et ça ne me gêne pas de les voir à la place de l'IPA en fait. Effectivement, ça pourrait être une IPA, c'est encore moi, mais parce que j'ai des plages sur mon agenda pour les suivis rapprochés. Donc ils sont pas... Ceux-là, ils sont sortis du cadre des suivis à 1 an, effectivement. Et l'assistante médicale, comment tu l'envisages? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Alors, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Ah ben, pour la délégation de tâches, ça va être de consulter avec deux salles de consultation, tout simplement. Alors, pas forcément toute la journée, parce que je pense que c'est un petit peu lourd, effectivement, mais je pense que le matin, l'assistant médical peut faire des travaux de pose de Holter, etc., de dépose. Elle peut faire différentes choses, de la tenue de dossier, etc., peut-être de la comptabilité, je ne sais quoi. Et effectivement, l'après-midi, travailler sur 2 salles. Pour augmenter la file active et puis me dégager du temps, effectivement, hein, c'est certain, ouais. Voilà, après, c'est une idée, mais bon, après, il faut le mettre en œuvre. Hein, c'est pas si simple, hein, faut parfois faut changer la structure, enfin, la structure physique, hein, le cabinet, faut recruter, faut tomber sur la bonne personne, voilà. Mais ton associé a le même volume de patients, les mêmes délais, non?
Non, 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 lui, il a pas envie. Enfin, voilà, c'est un confrère qui est un peu plus âgé, qui est pas très loin de la retraite, qui a sa patientèle, qui a son activité, et voilà, qui va rien changer à son activité jusqu'à son départ à la retraite. Je pense que son départ à la retraite va être l'occasion de me réorganiser encore, effectivement. Mais je ne désespère pas qu'il ait un successeur. Mais effectivement, ça va peser dans la balance. Bien sûr. Mais pour rien vous cacher, moi j'ai des confrères dans le Puy-de-Dôme qui donnent des rendez-vous à 18 mois. Qui n'ont pas bloqué les rendez-vous à 1 an, quoi. Enfin, qui... Voilà. Alors après, je sais pas où... Si c'est enfin, je sais pas quels sont vos délais, quelles sont vos expériences, hein, mais bon, c'est vrai que ça peut être une vraie problématique quand même. Ouais. Moi, je leur donne rendez-vous dans 1 an, donc ça se passe bien, ils sont contents. Moi aussi, ils sont contents. Ils sont contents? Non, mais oui. Alors, des suivis obligatoires, quoi. Enfin, voilà. Maintenant, je fais ça. Parce qu'après, ils appellent 6 mois avant, c'est déjà trop tard, 3 mois avant, après ils se réveillent 8 jours avant, on pensait un peu, on les verrait demain. Enfin, c'est hallucinant, mais on est obligé de faire avec. Et la politique avec les mails, beaucoup de patients envoient des mails, vous les connecter, il y a l'électro, la palpitation, vous la récupérez sur votre ordinateur. Qu'est-ce que vous faites alors moi je suis dans le Puy-de-Dôme, hein. Moi ils ne sont pas très connectés les miens. Ils ne sont vraiment pas connectés. Non, je suis pas trop embêté avec ça. Hein. Mais je donne une adresse mail à certains patients, plus pour qu'ils m'envoient des relevés d'automesure, ou pour m'envoyer de la biologie, etc. Mais j'essaie de ne pas le faire à trop de patients parce que on peut, comment dire, ça peut être ingérable au bout d'un moment. Donc ça, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup quand même. Voilà. Après, je pense qu'on sera amené on est amené quand même à changer nos habitudes assez vite. Hein, et peut-être que dans 1 an, je ferai différemment. Hein, et quand on doit changer nos habitudes, ça met un petit peu de temps. Hein, parce que quand on a un délai de 1 an et qu'on veut changer son agenda, on se dit, bon, de toute façon, je ne peux pas le changer tout de suite. Hein. Donc, mais ça demande quand même un peu d'anticipation. Et il faut se garder un petit peu des créneaux libres, des plages. Est-ce que dans notre région, est-ce que les généralistes prennent le rôle, pris un peu le rôle du cardiologue? Est-ce qu'ils font les Holter ECG, les MAPA, est-ce qu'ils font la gestion de la petite cardiologie ou... Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Non. Ils sont débordés aussi. Ils sont débordés aussi. En fait, en général, dans les régions où les cardiologues ont des délais longs, les généralistes, c'est pareil. Les généralistes, c'est pareil. Eux-mêmes n'acceptent plus de nouveaux patients. Ils ont du mal avec le suivi, enfin, avec leur filactine. Et bon, ils ne se lancent pas là-dedans. Non. C'est sans fin. Moi, j'ai un collaborateur depuis 6 mois, j'ai un an de délai. Et là, ça fait 10 mois qu'il est là, il a déjà 2 mois de délai. Il prend que les nouveaux. Parce que les généralistes sont rien derrière lui, c'est normal, c'est un peu du jeu, mais vous voyez, à 8 mois, avoir 2 mois de délai. Non, c'est vrai. Merci. Merci. Merci.